Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de choisir Gabon Télévision pour vous informer. Vous êtes naturellement les bienvenus. En ouverture, l'activité présidentielle, concertation politique au Palais de la Présidence de la République ce matin. Le chef de l'État a réuni les leaders de la signature du pacte social. Au menu des discussions, des questions de développement et la mise en œuvre des réformes dans le secteur de la santé. La rencontre a eu lieu, il faut le dire là aussi, en présence du Premier ministre et de plusieurs membres du gouvernement. Des détails avec Bienvenue Miko, Hervé Mangoumba, Lambert Pori et Anissé Samaboubou. La concertation du palais présidentiel est hautement politique et sociale. Dans l'intérêt supérieur de la nation, les acteurs politiques, opposition et majorité ont accueilli favorablement l'appel du chef de l'État. Nous sommes très heureux d'avoir été reçus. Ce qui est important pour nous, c'est qu'assez rapidement, M. le Président de la République a demandé que soit mis en place un cénacle de travail pour la matérialisation de ces accords. Nous voulons accompagner le chef de l'État. Et pour cela, ça ne peut pas se faire dans le désordre. Il faudrait qu'il y ait un cadre de travail. C'est à cela que nous allons nous atteler. Et dès demain, nous avons dit, nous allons encore nous réunir pour essayer d'apporter des suggestions. Parce que c'est bien de l'accompagner, mais nous allons l'accompagner comment? Il lui faut des suggestions qu'il puisse apprécier, dans le sens de la matérialisation précisément de ce fameux pacte social. Le tour de table du palais présidentiel est donc un acte de portée démocratique et sociale. Le numéro 1 du Gabon veut revisiter les bases de discussion avec la classe politique pour avancer encore plus loin vers le partage équitable des fruits de la croissance et la concrétisation du pacte social. C'est l'encouragement, la détermination du chef de l'État à aller de plus en plus de l'avant par rapport à ses engagements vis-à-vis de la population gabonaise. En fait, le président de la République a fait un diagnostic exhaustif par rapport, n'est-ce pas, aux prestations au niveau des hôpitaux. Il n'est pas satisfait et il a raison. Donc il voudrait, n'est-ce pas, qu'il y ait une réflexion d'ensemble de toutes les formations politiques, n'est-ce pas, qui soutiennent son action dans ce domaine de la santé. Et il voudrait mettre donc la santé au premier plan des préoccupations désormais de son action. Mise en place des services de santé de qualité pour tous. Développement des infrastructures de base. L'objectif émergence suppose donc des ruptures fondamentales, mais aussi une nouvelle impulsion au bénéfice du plus grand nombre. C'est une bonne initiative que le président vient de prendre. La satisfaction l'aura par ailleurs quand nous aurons mis en place tous les mécanismes relatifs par rapport à la santé, par rapport à l'insalubrité, par rapport aux dispensaires à l'intérieur du pays. Il y a pas mal de choses. La lutte contre la pauvreté, les médicaments, la distribution des médicaments, c'est des choses sur lesquelles nous insisterons et pour lesquelles nous émettrons des avis et des propositions pour une certaine amélioration. Cette concertation politique est une esquisse de l'orientation stratégique et de la vision du Gabon émergent à l'horizon 2025. Une vision proposée par le chef de l'État, aujourd'hui partagée par tous. Également dans l'agenda ce matin du chef de l'État, les travaux du Conseil présidentiel sur la réforme du système de gestion dans le domaine de la santé. La rencontre s'est soldée par la signature d'une convention d'assistance technique du gouvernement gabonais avec un consultant international américain spécialisé dans ce secteur. Bienvenue Miko. Le conseil présidentiel de ce matin se tient dans la foulée de la concertation avec les acteurs politiques. Sur la table des travaux, la réforme du système de gestion sanitaire. La mise en place des services de santé de qualité pour tous est l'un des objectifs essentiels du plan stratégique Gabon émergent. La rencontre de ce jour intervient comme une réponse à l'une des préoccupations sociales majeures des populations du Gabon. Les constats se suivent et se ressemblent. La première dame est restée très marquée par les difficiles conditions des populations. Le message de la population, de nos populations, ce message il est clair. Il faut améliorer les conditions de vie en général et surtout l'accès aux soins en particulier. Le système de santé, notre système de santé souffre d'une insuffisance
en personnel qualifié. Pour aujourd'hui et pour demain, le secteur de la santé occupe une place de choix dans la vision politique du chef de l'État. À Libreville, comme à l'intérieur du pays, les infrastructures se modernisent. L'assurance maladie est une réalité. Les réformes menées par le chef de l'État depuis le 16 octobre 2009 se concrétisent et prennent forme. Nous en avons les moyens. Nous exigeons le résultat. Et je me fais la voix de nos compatriotes qui exigent maintenant des résultats. Et qui me disent, lorsque je les rencontre, président, c'est bien. La construction, on est fiers de ces hôpitaux. Mais est-ce que moi, si je vais là-bas, est-ce qu'on va m'accueillir? Est-ce que je vais être bien soigné? À travers cette convention d'assistance technique, le consultant international américain MSH devrait accompagner le gouvernement de la République dans son œuvre de modernisation et de réforme globale du système de santé. À la fin du journal, vous suivrez l'intégralité de la déclaration du chef de l'État relative aux questions de santé dans notre pays. Nous vous l'annoncions en titre, manœuvre militaire Luango 2014, l'événement placé sous l'égide de la CEAC s'est achevé hier. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont pris part à la cérémonie de Pointe-Noire au Congo. Ali Bongo Ondimba, le président de la République, a représenté notre pays. Le général Paul Opera des forces armées gabonaises a été fait commandant du Conseil de paix et de sécurité de la CEIAC au cours de la cérémonie de remise de distinction. Le reportage de nos confrères de la presse présidentielle. Jour de cérémonie à Pointe-Noire. Invité surprise de la manœuvre militaire Luango 2014, la pluie ce matin n'a pas douché la volonté d'Ali Bongo Ondimba et des chefs d'État de la CEAC d'apporter une note particulière à l'exercice militaire qui s'achève. C'est donc un homme chargé d'ambition pour la paix et la sécurité au Gabon et dans la sous-région qui est arrivé en terre congolaise. Au bataillon aéroporté de Pointe-Noire, le chef suprême des armées du Gabon est venu apporter sa contribution au processus d'entraînement et de formation pour le renforcement des capacités opérationnelles de la force multinationale en Afrique centrale. Pour obtenir un tel résultat, il a fallu que tous les acteurs concernés de la sous-région accomplissent avec professionnalisme et enthousiasme les activités entrant dans le cadre de l'exercice. Durant les 2 semaines de l'exercice Luango, les différentes composantes de la force civile, police, gendarmerie et forces armées ont travaillé la main dans la main. Elles ont pu améliorer leur savoir et leur savoir-faire. L'opération Luango 2014 est la 3e du genre en Afrique centrale. Face à la menace sécuritaire grandissante, l'exercice grandeur nature intervient comme une solution rapide et efficace aux défis sécuritaires. 3000 hommes et personnels des forces de défense et de sécurité étaient réunis ici 20 jours durant. On est tout le temps parler d'une même voix, regarder dans la même direction, avec un agenda commun pour faire face aux défis de l'heure. Les différents exercices en sont l'une des meilleures illustrations. Ils sont l'expression exemplaire de la solidarité entre nos États. Avec nos autres organisations, notamment dans les domaines de la paix et de la sécurité, des infrastructures et de l'environnement, les exercices communautaires sont des pas significatifs qui nous mènent vers l'édification d'une véritable communauté. La communauté économique des États d'Afrique centrale, avec cette cérémonie de prise d'armes, confirme sa capacité à conduire dans l'urgence un processus décisionnel et opérationnel conformément aux prescriptions de la feuille de route numéro 3 de la force africaine en attente. Toujours en Afrique, avec cette note triste, le décès du président zambien, Michael Sata. L'annonce a été faite ce matin par le secrétaire général du gouvernement de ce pays, âgé de 77 ans et gravement malade depuis plusieurs mois.
Michael Sata décède à l'hôpital King Howard 7, c'est à Londres, où il suivait donc un traitement depuis une dizaine de jours. Signalons que la prochaine élection présidentielle n'était pas prévue avant 2016, mais la dégradation de son état de santé attristait depuis déjà quelques mois la rivalité engagée déjà depuis quelques mois la rivalité au sein de son parti, le Front Patriotique. En attendant, c'est donc le vice-président Guy Scott qui va assurer la présidence par intérim, ce qui fera de lui le premier chef d'État blanc en Afrique subsaharienne. Un atelier international de formation sur la négociation diplomatique dans le domaine des changements climatiques se tient depuis lundi au stade de l'amitié Sino-Dangonje. L'initiative est à mettre au crédit du ministère des Affaires étrangères et des Nations Unies. Compte rendu Jean-Steve Domenini, Victor Mundunga. Le présent atelier poursuit deux objectifs. Le premier est celui de former à la science du changement climatique ainsi qu'aux méthodes de négociation y relatives. Le second, celui de préparer la délégation d'experts gabonais à la négociation lors de la conférence des Nations Unies sur le changement climatique qui se tiendra en décembre prochain au Pérou. Les destinataires de la formation sont les cadres du ministère des Affaires étrangères, du Conseil climat, de la société civile et des départements sectoriels en charge de l'environnement. Cet atelier de formation sur le thème de la diplomatie du changement climatique que nous allons réaliser ensemble s'insère aussi parfaitement dans ce cadre et dans celui de la prochaine conférence sur le changement climatique qui se tiendra en décembre de cette année à Lima, au Pérou. Cette formation servira une excellente préparation pour Lima, mais également pour la 21e conférence sur le climat qui aura lieu en 2015 à Paris, et dont les objectifs et les enjeux sont primordiaux pour le futur de notre planète. Cette formation est une première étape dans la relation entre l'UNITAR et la République gabonaise. Cet atelier international de formation sur la négociation du changement climatique témoigne une fois de plus de l'ambition du Gabon d'affirmer son leadership en matière de protection de l'environnement. Dans un monde menacé par le réchauffement de la Terre, dont le rapport alarmant du GIEC nous révèle de graves conséquences sur l'environnement, il convient d'agir avec conscience et détermination. C'est le sens de la déclaration solennelle du président de la République, chef d'État, Son Excellence M. Ali Bongo Ondimba, le 25 septembre dernier, lors du sommet sur le climat à New York. Comme à Copenhague, le chef d'État a rappelé la gravité du phénomène ainsi que l'engagement constant du Gabon en matière de lutte contre le changement climatique. Il disait, je le cite, « Notre ambition est de diminuer d'ici à 2025 plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre produites par chaque Gabonais. » L'instant a également été propice à la signature de deux accords de coopération entre le Gabon et l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche. L'atelier qui court sur 5 jours sera animé par des négociateurs onusiens, des universitaires et des spécialistes de la négociation du changement climatique. Sur la même actualité, signalons qu'en marge des travaux de l'atelier international de formation sur la négociation diplomatique dans le domaine du changement climatique, la directrice générale de l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche a été reçue par le Premier ministre chef du gouvernement, Daniel Onaondo. Les détails des entretiens avec Helmut Muchinga Boulingi, Olivier Antonio et Patrick Demabio. La formation et le renforcement des capacités des agents de l'État. La question a été au centre des échanges entre la directrice de l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche, Mme Sally Fagan-Weiss, et le Premier ministre chef du gouvernement, professeur Daniel Onaondo. Nous sommes ici pour commencer une nouvelle relation entre UNITAR et la République de Gabon au sujet de la formation des diplomates. Le gouvernement a décidé d'établir une nouvelle académie diplomatique
et nous sommes ici pour travailler sur cette académie avec eux. UNITAR était établi il y a 50 ans, spécialement pour les formations des diplomates à cause des Nations Unies. Selon le secrétaire général adjoint du ministère des Affaires étrangères, le séjour de la directrice de l'UNITAR répond à une invitation du gouvernement gabonais, invitation marquée par 2 importantes opérations. Il est arrivé pour l'ouverture des travaux de l'atelier sur le renforcement des capacités institutionnelles des fonctionnaires gabonais sur les questions de l'environnement et particulièrement sur la diplomatie du changement climatique. Deuxième chose, à l'ouverture des travaux, a été suivie de la signature de 2 importants accords, un accord cadre de coopération entre la République gabonaise et l'UNITAR et un mémorandum d'entente qui vise directement la mise en place de l'Académie diplomatique. Qu'est-ce que c'est que l'Académie diplomatique? Pour le moment, c'est un projet. C'est un projet du gouvernement qui est une déclinaison du programme du chef d'État, le PSGE. Et nous ne faisons que mettre en œuvre cette idée d'Académie diplomatique, le ministère des Affaires étrangères tout au moins. Et pour nous accompagner le mieux possible dans cette ouverture internationale, nous avons pensé que l'UNITAR était la référence idoine pour parrainer le projet. Le projet d'académie diplomatique en cours de création est soutenu par le Premier ministre du gouvernement qui souhaite que l'UNITAR, qui développe des programmes de formation partout sur les 5 continents, s'ouvre, pour le cas du Gabon, à plusieurs secteurs d'activité. Il suggérait qu'il y a des autres secteurs où on peut profiter d'un peu plus de formation, particulièrement les formations des formateurs, peut-être au niveau, en secteur de la paix et sécurité, mais aussi dans les autres secteurs, peut-être comme l'environnement. Il était vraiment heureux d'écouter notre mission et il nous souhaite très bonne mission et nous encourager. Au Conseil économique et social, on parle de l'examen du projet de loi de finances de l'année 2015 depuis ce matin. Une commission ad hoc a d'ailleurs été mise sur pied par le bureau que dirige le président de l'institution, Paul Biyo-Guemba. Cela en vue donc de donner un avis sur ce document. Frédéric Alogo, c'est ça. Idriss Mungala. C'est sous l'autorité du président de la République, chef de l'État, et la direction du Premier ministre, chef du gouvernement, que le ministre du Budget et des Comptes publics a soumis au Conseil économique et social, conformément à l'article 47 de la Constitution, le volet charge du projet de loi de finances de l'année 2015. Pour examiner celui-ci, le bureau du Conseil économique et social, dirigé par le président de l'institution, Paul Biyo-Guemba, a créé une commission ad hoc qui travaillera pendant 3 jours au sein de l'hémicycle du CES en vue d'avoir une idée globale et donner un avis à ce volumineux document de 29 dossiers. Notre avis, il n'est utile que s'il arrive avant que le Parlement, essentiellement, n'ait conclu sur son examen. Il est utile à ce moment-là. S'il vient après, ça ne sert plus à rien. Il m'apparaît donc nécessaire que nous, au Conseil, on puisse au moins avoir un avis, même pas totalement complet, parce qu'il ne faut pas se leurrer. On ne peut pas en 3 jours, avaler un volume comme celui que vous voyez, que vous avez reçu. La nouvelle présentation budgétaire, la première chose qu'il faut regarder, c'est que c'est vraiment c'est des tomes et des tomes qu'il faut lire. Avant, on avait 2, et là, vous avez 29 documents, 29, qui constituent le budget de l'année. Je sais bien qu'en 3 jours, ce n'est pas possible d'être aussi performant que ça, mais j'estime aussi que nous ne sommes pas des néophytes dans la matière. Nous avons aussi des chefs d'entreprise, nous avons aussi des syndicalistes avérés, nous avons des hauts cadres de la nation, qui eux-mêmes déjà ont très certainement, à travers leurs fonctions, c'est ça l'avantage du Conseil, à travers leurs fonctions, par ailleurs, peut-être des informations, peut-être des indications, peut-être même des analyses, et même peut-être des propositions sur le budget. C'est ça l'avantage que nous avons, puisque nous sommes ici, mais nous sommes aussi en contact avec nos milieux habituels, souvent amenés à parler ou à traiter du budget.
retenez que le projet de loi de finances 2015 repose sur un cadrage macroéconomique et budgétaire traduisant la ferme volonté du gouvernement de poursuivre la mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent, notamment à travers l'exécution du schéma directeur national des infrastructures, de la stratégie nationale d'industrialisation et de la stratégie d'investissement humain du Gabon, tout en assurant un fonctionnement régulier de l'administration. La commission ad hoc mise en place au Conseil économique et social à 72 heures pour que se retrouve sur la table de travail du président de la République cet avis et au Parlement. Avant d'aborder la page santé de cette édition d'information, un invité sur le plateau, Franck Ondo Metogo. Il est du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Monsieur Metogo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes là pour une importante déclaration relative donc au règlement des jours fériés en République gabonaise. Tout à fait. Merci. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle porte à la connaissance des employeurs et des travailleurs que conformément aux dispositions du décret numéro 00727/PR/MTFP du 29 juin 1998 réglementant le régime des jours fériés en République gabonaise et modifié en son article 2 par le décret numéro 00484/PR/MTE du 26 mai 2004, la journée du samedi 1er novembre 2014, marquant la fête de la Toussaint, est déclarée férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire. Fait à Libreville, le 29 octobre 2014, le ministre Simon Ontutumeman. Monsieur Metogo, merci. Merci beaucoup, Yves. La page santé, on parle d'Octobre Rose avec la campagne qui se poursuit. À quelques jours donc de la clôture de cette action, les femmes des localités de Ntoum et de Kokobich, nous sommes bien dans la province de l'Estuaire, ont été sensibilisées et dépistées sur les cancers du sein et du col de l'utérus. Pour les détails de cette activité, Nick Jocelyn Fouba, Honorine Tigui. Contrairement aux autres étapes, l'opération de dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus en Ntoum s'est déroulée dans les locaux du centre social de la localité. La structure est située non loin de la préfecture. Plusieurs femmes et de jeunes filles ont répondu massivement à cette action de solidarité initiée par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille depuis le 6 octobre 2014. Elles ont été sensibilisées par les médias, par les jeunes volontaires, mais aussi par les autorités administratives. La mobilisation est quand même assez importante. Je remercie la mairie et le conseil départemental qui ont mis à disposition des bus pour transporter les femmes, pour les amener ici au centre. Les femmes ont pris conscience un peu de l'importance de ce que c'est que cette maladie, de se faire dépister, puisque le dépistage est gratuit. Compte tenu un peu de l'affluence qu'il y a aujourd'hui, je pense que dans les jours qui suivent, il y aura un autre jour de dépistage qui se fera encore au niveau du centre médical. Et après, il y aura des équipes mobiles qui vont un peu se déployer au niveau des départements pour pouvoir poursuivre cette opération. Seconde étape, Kokobich, à 83 km de Ntoum. Ici, l'opération se déroule à la maternité du centre médical de Kokobich. Très tôt le matin, ayant passé la nuit à Kokobich, les jeunes volontaires, les responsables de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille et le personnel médical du centre de santé se sont mis au travail. Après avoir accompli ce geste qui permet de sauver des vies, elles ont reçu des moustiquaires imprégnés. Kokobich est situé au nord-ouest du Gabon et au sud de la Guinée équatoriale. Valider le profil épidémiologique et le plan stratégique national 2014-2018 de lutte contre la tuberculose au Gabon, la question est au centre des débats d'un atelier qui se déroule à l'école d'application des services militaires. Marie-Josée Ndombi, Fortune Ndjiba, compte rendu. C'est pour répondre à un devoir collectif qu'est celui de se mobiliser pour une lutte contre la tuberculose que les participants au présent atelier vont valider ces deux documents en vue de bénéficier du financement du Fonds mondial alloué au Gabon
dont le montant se chiffre à plusieurs milliards de nos francs. Face aux défis multiples que pose la tuberculose en matière de santé publique, au regard de cette opportunité pour le Gabon qu'offre le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, nous vous exhortons à redoubler d'efforts pour atteindre les objectifs de cet atelier, qui est celui de disposer d'un outil de qualité pour la mobilisation des ressources dénommé le Plan stratégique national de lutte contre la tuberculose. Les bailleurs de fonds internationaux tels que le Fonds mondial de lutte sont intéressés par des plans harmonisés couvrant les différents secteurs de la santé afin de maximiser les synergies et d'éviter les doubles interventions. Un plan stratégique bien élaboré définit clairement le but, les objectifs visés, les interventions stratégiques. De plus, il doit inclure un budget détaillé et spécifier l'assistance technique souhaitée pour la réalisation de certaines interventions ou activités identifiées. Au Gabon, les plus hautes autorités de l'État ont pris la pleine mesure de ce défi de santé publique à relever qu'est la tuberculose. L'intensification de la lutte contre cette maladie s'inscrit dans la politique du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui fait de la santé des Gabonais une des priorités de son action. Pour ce faire, nous avons besoin de soutien multiforme de tous les partenaires techniques et financiers en vue de parvenir à l'horizon 2035 à un Gabon sans tuberculose. Les participants ont 5 jours de travaux pour répondre aux exigences du Fonds mondial. La santé encore, et on parle d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Depuis les États-Unis, Barack Obama, le président américain, lance un appel à ses compatriotes après une tournée effectuée par Samantha Power, ambassadrice, qui vient donc de sillonner les 3 pays touchés par le virus. Reportage AITV. Optimiste et rassurant, le président Barack Obama a pris la parole sur Ebola depuis la Maison-Blanche. Un message adressé aux Américains, mais aussi au monde entier. Il y a des progrès au Libéria et les infrastructures se construisent grâce à l'incroyable travail et au dévouement d'Américains qui ouvrent la voie en aidant le Libéria, la Guinée et la Sierra Leone. Des informations positives rapportées par l'ambassadrice américaine à l'ONU. Pendant sa tournée dans les 3 pays les plus touchés par l'épidémie, comme ici, en Sierra Leone, elle a pu constater des progrès. Les équipes sanitaires sont maintenant à plus de 95% de victimes enterrées en toute sécurité en 24 heures. Ce taux était de 30% il y a 5 jours. Constat positif aussi au Libéria, où le nombre de corps collectés est en baisse. La présidente libérienne appelle donc la communauté internationale à reconnaître ses efforts et à poursuivre la mobilisation. Nous aimerions qu'elle reconnaisse les progrès réalisés par les pays affectés et qu'elle se joigne à la coalition pour contenir ce virus. Un appel relayé par le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, depuis le siège de l'Union africaine à Addis Abeba. Si la lutte contre Ebola en Afrique de l'Ouest commence à porter ses fruits, l'OMS tempère et rappelle que le nombre de cas reste sous-évalué. L'Organisation mondiale de la santé a approuvé les premiers tests d'un vaccin qui commenceront cette semaine en Suisse. Les premiers résultats sont attendus en décembre. Au Gabon, le ministère de l'économie vient d'organiser un atelier national de réflexion sur le retour du Gabon à l'initiative pour la transparence des industries extractives. L'extraction de ces ressources, il faut le dire, peut générer la croissance économique et encourager le développement social. Mais pour que ces ressources profitent à tous les citoyens, il est capital d'obtenir là aussi la transparence dans la gestion. C'est ce que nous rappellent ici Eric Nzengi Badinga et Victor Mundunga. L'initiative pour la transparence des industries extractives, ITI, est une coalition globale d'entreprises, de gouvernements et d'organisations de la société civile
œuvrons ensemble pour améliorer la transparence et la gestion responsable des revenus issus des ressources naturelles telles que le pétrole, le gaz, les métaux et les minéraux. Lorsque les revenus de ces ressources sont mal gérés, cela ouvre la voie à la corruption. Le Gabon a adhéré à l'ITI en 2004. Il en fut radié le 27 février 2013 à Ousoulou. Sur les exigences de la norme de l'époque, cette exigence n'avait pas été respectée. 11 l'avaient été et 2 n'étaient pas applicables. L'enjeu de cet atelier est de proposer au gouvernement un plan de retour à l'ITI. Donc c'était avec un très grand sentiment de déception pour nous, à la Banque mondiale, qui se demande le processus, de voir le Gabon à des initiatives en février 2013. Maintenant, ce que la Banque mondiale fait en soutien à cette initiative, on a un fonds fiduciaire qui s'appelle LDTF, EITI, Multi-Donor Trust Fund. Le EITI qui est géré par notre département des industries extractives, dont le représentant va le national cet après-midi. Et avec ce fonds fiduciaire, on soutient l'adhésion du pays à l'initiative EITI. Quand je pense aux préoccupations de la population gabonaise par rapport aux revenus industriels, pétroliers, extractifs, etc., la réaction que moi j'ai à chaque fois qu'on parle du PIB du Gabon qui est de 14 000 $ cette année, la réaction c'est que oui, mais nous on ne voit pas ça dans nos assiettes, nous ça veut rien dire pour nous, l'argent est où, qu'est-ce qui se passe. Je pense que l'adhésion à cette initiative amène une transparence. Une meilleure transparence et la bonne gouvernance sont essentielles pour promouvoir le développement économique équitable ainsi que la réduction de la pauvreté. C'est la raison pour laquelle une réflexion approfondie sur une nouvelle adhésion du Gabon à l'ITI est engagée. L'examen des conditions du retour du Gabon à l'ITI n'est pas un exercice anodin. Il s'agit bien au contraire d'une responsabilité importante car il vous revient de déterminer la démarche, les mécanismes solides qui permettront à notre pays de revenir dans la grande famille de l'ITI et d'y demeurer de façon définitive. Cette démarche et ces mécanismes doivent être déterminés de façon consensuelle et partagée. Ils doivent être validés par tous afin que les obstacles rencontrés par le passé ne se dressent plus devant nous à l'avenir. La réflexion n'est pas anonyme, elle n'est non plus simple. Elle requiert que l'on s'interroge tout en intégrant les changements intervenus au niveau du contexte mondial. En effet, depuis l'expulsion du Gabon de cette initiative, les choses ont changé. Il y a eu la conférence en Australie, à Sydney, avec comme corollaire la mise en place d'une nouvelle norme IATI, dite norme de Sydney, qui est plus contraignante, qui essaie de recadrer les principes, mais qui est de plus en plus exigeante. Alors, les questions se posent. Sommes-nous capables de répondre globalement à ces nouvelles exigences? Pouvons-nous, par exemple, du côté de l'administration, accepter que le Trésor puisse se faire auditer par rapport à ces déclarations par une structure privée, ou nous devons plutôt réformer la Cour des comptes afin de considérer désormais que l'audit de la Cour des comptes vaudrait en fait quitus en ce qui concerne la sincérité des déclarations. Le ministre a procédé à l'installation du bureau, un panel de haut niveau dont la mission est de garantir le succès des travaux. Lentement mais sûrement, les négociations entre le ministère de l'Éducation nationale et les centrales syndicales du secteur éducatif avancent. Le paiement des vacations 2013-2014 vient donc d'alimenter les échanges, mais surtout vient de rapprocher les différentes positions des deux parties. Edgar Nzebudoukaga, Jean-Pierre Moussouami pour les détails. Pour le troisième rendez-vous hebdomadaire avec les partenaires sociaux du secteur éducatif, les négociations ont encore duré jusqu'à 23 h, cette fois heureusement sur un ton relativement apaisé. Nous avons des adhérents qui viennent régulièrement nous poser des questions. Et lorsque nous sommes au cours d'une telle rencontre, nous avons l'obligation d'essayer d'avoir des bonnes réponses. Profitant de la présence du ministre délégué au budget, Marcela Gaïa,
qui avait rejoint à juste titre ses collègues Idar Eteno Sonoué et Calix Ntié en charge de l'éducation nationale, les syndicalistes sont revenus sur les attentes clés. J'ai supervisé les mémoires. Je ne suis pas payé pour les mémoires. J'ai fait l'examen de sortie de l'ENI. Je ne suis pas encore payé. Donc ces examens nationaux de l'ENI ne sont pas payés. Les vacations au titre de 2 exercices, 2013 et 2014, ont été payées. Je confirme, et ils sont là, ils peuvent témoigner, ils peuvent poser des questions à leur base. Les vacations de l'exercice 2014 sont en train de se payer et il n'y a aucun problème. Des attentes dont l'esquisse des solutions devait assouplir les positions des partenaires sociaux. Les problèmes sont techniques et ils sont transversaux. C'est la raison pour laquelle nous avons eu le ministre délégué au budget et qui nous a été d'un grand apport dans la mesure où la plupart des problèmes qui sont posés sont des problèmes qui ont un impact financier. Mais pour peu que les syndicalistes se montrent un peu patients, je pense que sur la plupart des points, nous arriverons à des accords. Mais il faudrait qu'ils admettent que nous devons travailler avec le temps. Toutes les parties avaient aussi le devoir d'apprécier objectivement les premiers acquis de ces négociations. Nous avons travaillé dans la sérénité, sans tension, avec le partage de la parole à tout le monde. Nous sortons satisfaits de cette réunion. Mais toutefois, nous pensons que réunion, oui, dialogue, oui, mais il faut l'applicabilité. L'envoi au budget de 417 premiers dossiers pour attribution de postes budgétaires est mise en solde éventuellement fin novembre. La distribution récente des fiches d'évaluation à tous les fonctionnaires de l'État, notamment les enseignants, avait suscité aussi un peu d'espoir autour de la prime d'incitation à la performance, particulièrement attendue. De retour à l'entrée de l'Assemblée nationale, après quelques jours d'absence, notre compatriote Brice Ndong revient devant la Maison du Peuple manifester son mécontentement suite à la perte de son patrimoine immobilier. Il semblerait que plusieurs non-dits seraient à l'origine de cette situation. Les détails avec Wivine Ovandang et Léa Boulamba. Victime devenue coupable, c'est ainsi que l'on pourrait désormais voir Brice Ndong. Depuis plus d'une semaine, ce dernier observe une grève de la faim à l'entrée de l'Assemblée nationale et pour cause, il serait victime de perte de biens immobiliers suite à une casse initiée par le génie militaire. Reçu récemment par les députés, il n'a toujours pas obtenu gain de cause. Il y a des parlementaires membres du bureau, et notamment le 3e vice-président de l'Assemblée nationale, qui ont engagé des négociations avec moi dans le but de pouvoir comprendre déjà pourquoi j'étais ici, mais également me demander de surseoir au mouvement de grève, le temps pour eux de pouvoir discuter avec les hautes autorités. À peine nous avions été démolis, nous avions à peine cassé nos biens et tout ce que nous avions, il y a des travaux qui se font actuellement sur le terrain. Ces travaux sont entrepris par qui? Nous ne savons pas. Et c'est parce que des négociations que j'ai eues avec les parlementaires n'ont rien abouti jusqu'à ce jour que j'ai décidé de reprendre le mouvement de grève de la faim. Et là, je vais jusqu'au bout. Voulant en savoir un peu plus, nous nous sommes rendus sur les lieux et là, grande a été notre surprise de constater qu'en réalité, Brice Ndong, loin d'être propriétaire, n'était qu'un locataire. Faisons un peu d'histoire. Selon M. Asumundong, véritable propriétaire du terrain et qui n'a pas souhaité être filmé, Brice Ndong avait sollicité en 2009 la location d'une parcelle de son terrain pour en faire un lavage de véhicules, d'où ce contrat de bail. Mais il y a quelque temps, au regard des embouteillages monstres constatés sur cette voie, l'État gabonais a décidé d'élargir la route. Après des séances de travail entre Asumundong et les autorités gabonaises, les derniers cités ont procédé à la casse et le propriétaire a engagé la procédure d'indemnisation pour les 2 autres locataires laissant pour compte Brice Ndong. Il me doit une somme de 21 millions de francs CFA correspondant à 59 mois de location impayée. Par ailleurs, il a été insolent et irrespectueux, d'où ma décision de ne pas le prendre en compte dans la procédure d'indemnisation, nous a confié le propriétaire du domaine Asumundong. Règlement de compte ou autre chose,
Dans tous les cas, ce que l'on peut désormais appeler l'affaire Brice Ndong est ouverte et le dossier reste à suivre. Merci Wivine Ovandang. En tout cas, affaire à suivre, vous l'avez souligné. On parle politique avec les prochains candidats PDG au sénatorial dans la province du Moyen-Ogooué qui sont désormais connus. La désignation s'est déroulée samedi dernier à Ndjolé et à Lambaréné, un processus en phase avec la lettre d'orientation du secrétaire général de cette formation politique autour de la concertation et du dialogue. C'est ce que nous rapporte Guy Roger Lendira, Hilary Nkumbu. Au sénatorial de décembre prochain, sous la houlette des membres du comité permanent et de la province du Moyen-Ogooué, se sont déroulés dans la concertation et le consensus respectant les directives des plus hautes autorités du parti. De Ndjolé à Lambaréné, l'entente, le dialogue et le consentement voulu autour des candidatures ont prévalu pour choisir ceux des militants qui représenteront le Parti démocratique gabonais dans la province du Moyen-Ogooué au prochain sénatorial de décembre prochain. Notons que la lettre d'orientation du Parti démocratique gabonais aux responsables politiques nationaux était claire et précise, rappelant les enjeux du prochain scrutin des sénatoriales et fixant les modalités pratiques de désignation des candidats. Ces derniers devraient porter haut les couleurs du parti et accompagner le chef de l'État dans son ambitieux programme de développement à travers le plan stratégique Gabon émergent. Ils seront 5 à défendre le PDG dans la province, Noël Ndormiko pour la commune de Ndjolé et Raphaël Mangwala pour le département de la Banga-Bigné, pour la commune de Lambaréné, Madame Rose Francine Rogombe pour le premier arrondissement, Zéphirin Raïta pour le deuxième arrondissement et André Richard Moussunda Mikala pour le département de Logou et des Lacs. À Lambaréné, au sortir de cet exercice, Madame Rose Francine Rogombe a remercié les structures du parti, les responsables et les conseillers municipaux pour cette nouvelle confiance placée à sa modeste personne. Même réaction chez M. Zéphirin Raïta. Ça ne peut être qu'un sentiment de satisfaction. L'objectif du Parti démocratique gabonais lors de l'élection sénatoriale de 2014 est d'obtenir au minimum la majorité qualifiée de 2/3 afin de garantir la stabilité des institutions, mais surtout la sérénité de l'action du chef de l'État. Le Parti démocratique gabonais est véritablement vivant. Le consensus a prévalu sur 2 circonscriptions électorales, au premier arrondissement de la commune de Lambaréné, au deuxième arrondissement de la commune de Lambaréné et dans le département de l'Ogooué et des Lacs, nous avons enregistré 2 candidatures. C'est donc le consensus, le dialogue et la concertation qui ont triomphé dans la province du Moyen-Ogooué pour le bien du parti et pour des lendemains meilleurs à l'approche des échéances déterminantes de la vie politique du Gabon. Merci d'avoir regardé le journal. Nous vous disons à demain, 20h.